Merci Marceline. DG, avec votre permission. On ne va pas être long, hein, avec tout ce qui est déjà passé. On ne va pas faire un long processus encore. On va aller directement. Sachez que avec tout ce qui est dit, que nous sommes dans la quinzaine numérique organisée, ça fait 2 ans maintenant, par la direction de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Cette journée est dédiée aux communautés. Et donc, suite à la conférence organisée, je m'excuse, à la conférence organisée sur les stupéfiants en milieu universitaire, il va suivre tout à l'heure un panel qui aura pour thème quel accompagnement des personnes handicapées, entendant accompagnement psychologique, pédagogique et matériel pour la réussite des personnes en situation de handicap, précisément parlant des étudiants. Et donc, comme panélistes, nous avons, excusez-moi, je suis un peu perdu, mais excusez-moi, M. Kwaku Mbra Guillaume Charbel. Voilà. C'est un peu l'émotion. Nous aurons pour voilà, M. Kwaku Mbra Guillaume Charbel, qui est le président de l'ONG Ainanti. Il est formateur en informatique pour aveugles et non-voyants. Il est inspecteur d'éducation, spécialiste de braille. Il va intervenir. Il est accompagné de M. Touré Amadou. Il est professeur au CAFOP en communication visuelle. Nous allons avoir comme intervention celle de M. Gragba Séverin du ministère de la communication, de l'économie et des finances, communication numérique, pardon, d'accord, de l'économie numérique. Donc, il est chargé de l'insertion de e-handicap au ministère de l'économie et du numérique, c'est ça? D'accord. Donc, on veuillez applaudir pour M. Gragba. Desso, M. Desso, vous pouvez l'accompagner? Et comme nous sommes à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, cela ne peut se faire sans ceux-mêmes qui sont impliqués dans la chose chaque jour. Et pour cela, nous avons invité un des étudiants de l'UVCI en situation de handicap. Il est en licence 3 de développement d'applications et e-services. Il se nomme M. Sei Bolati Geoffroy, que je vous demande d'applaudir pour son intervention. Et donc, pour une question et un souci de temps, et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous pensons qu'il est important de passer la parole à notre directeur, le professeur Koné Timomo, pour nous entretenir, nous donner son point de vue par rapport au panel qui va se passer tout de suite. Monsieur le directeur. Bon, je pense que c'est beaucoup plus une prise de parole. Je voudrais me féliciter de la présence de nos experts qui sont venus nous entretenir, nous aider à améliorer le dispositif que nous mettons en place pour permettre vraiment à toute la population, je le répète, d'accéder à un enseignement supérieur de qualité, pourvoyeuse, comment on appelle, un enseignement
pourvoyeur plutôt d'emploi, n'est-ce pas, pour tous. Et notre ami Soro, qui est dans le rôle de maître de cérémonie, il est du service de la communauté et il est aussi de la famille de ceux qui vivent avec un handicap. Donc nous avons voulu montrer que l'université virtuelle aussi contribue à insérer, n'est-ce pas, ceux parmi nous qui vivent aussi avec des handicaps. Donc il est de la commune d'Anyama, mais il peut, quand il le veut, faire du télétravail. Il peut aussi venir physiquement ici. En tout cas, il arrive à contribuer efficacement. Et aujourd'hui, il joue le rôle de maître de cérémonie. Donc, son expérience nous aide aussi. Et il faut reconnaître, il faut être sincère, lorsque on imaginait l'université virtuelle, dans les processus qu'on mettait en place, on n'avait vraiment pas pris en compte les personnes qui vivaient avec des handicaps. On avait vu un processus standard. Mais très rapidement, nous avons perçu cette opportunité. En ce sens qu'il y a des parents d'élèves qui sont venus au ministère pour féliciter le ministère de permettre aujourd'hui à leurs enfants d'accéder facilement à un enseignement supérieur. Et c'est à partir de ce moment que nous-mêmes, nous commençons à nous organiser aussi et nous sollicitons l'appui des structures spécialisées pour nous permettre d'aller encore plus loin dans la prise en charge de cette préoccupation. Donc c'est pourquoi je me félicite des contributions qui sont en train de se faire et qui vont continuer pour que nous puissions vraiment améliorer le modèle. Voilà, parce que ce modèle, au départ, n'a pas été pensé. Lorsque nous faisons une vidéo, nous n'avons pas pensé à insérer la gestuelle qui permet à d'autres de suivre, parce que bon, on n'est pas compétent. Bon, le braille, tout ça, on n'avait pas pensé à ça. Mais aujourd'hui, il est question pour nous d'aller vers ça. Et on a besoin vraiment de ceux qui s'y connaissent pour qu'ensemble, on propose les meilleures solutions à nos apprenants. Donc, vraiment, merci au nom vraiment du directeur des affaires académiques qui pilote un peu cet aspect. Au nom de toute la communauté, nous remercions vraiment ceux qui sont venus nous appuyer pour qu'à l'issue de ces échanges, nous ayons amélioré notre feuille de route pour pouvoir améliorer nos prestations. Vraiment, je vous remercie. On applaudit très, très, très fort, monsieur le directeur général. Merci DG pour votre contribution. Comme nous l'avons dit, les panélistes sont 3. Et donc, on va procéder de la manière suivante. D'abord, on va donner la parole à monsieur Kwaku Ngra Guillaume Chabel, président de l'ONG Anéanti, formateur en informatique pour aveugles et non-voyants. Il est inspecteur d'éducation. Pour son passage, monsieur Mbra, vous avez la parole pour votre... Merci au modérateur. Je voudrais avant tout faire mes civilités à monsieur le directeur général de l'UVC et ses collaborateurs, et aussi aux étudiants qui sont là et tous ceux qui sont venus participer. Mon intervention va se limiter aux aveugles, puisque comme vous voyez le thème, c'est à l'endroit de toutes les personnes handicapées. J'imagine que bon, chaque entité se prononcera sur le handicap qui le concerne. Donc c'est ce qui fait que moi je vais me limiter à la façon dont les aveugles peuvent utiliser l'ordinateur. Et je vais essayer de présenter cela voilà, avec ses avantages, ses inconvénients, pour que l'UVC puisse donc prendre ce qui est bon dedans pour aider les aveugles. Voilà. Je vais donc présenter mon travail avec cet ordinateur que vous voyez, qui est un ordinateur ordinaire, mais je vais utiliser les options d'accessibilité qui sont dessus. Donc, pour que vous compreniez, je vais faire lire le document que j'ai conçu avec les options d'accessibilité qui sont sur l'ordinateur. Et puis, bon, pour le volet explication,
essayer d'expliquer pour que ce soit compréhensible à tous. Cela dit... Introduction. Mobile. Introduction. De nos jours, les technologies de l'information et de la communication, TIC, ont transformé le paysage économique, social et politique. Leur rôle en matière d'ouverture sur le monde d'innovation est indéniable. À l'échelle internationale, la diffusion et l'adoption massive des TIC ont joué un rôle fondamental dans la mondialisation, poussant les sociétés à établir des systèmes de communication et à en assurer efficacement la gestion, à se doter d'une infrastructure et de capacités d'exploitation, ainsi qu'à mettre en œuvre des politiques et des règlements pertinents. Une bonne accessibilité des technologies de l'information et de la communication favoriserait un gain d'autonomie appréciable pour les aveugles et malvoyants. En effet, dans la société de l'information, l'accessibilité numérique facilite l'intégration scolaire, professionnelle et sociale du déficient visuel. Aussi, la réussite d'un tel chantier nécessite la formation des aveugles et malvoyants à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Nouvelle ligne, saut de page. Bien. Alors, la synthèse vocale vient de lire mon introduction qui, succinctement, qu'est-ce qu'on veut dire? En rejoignant ce que le directeur a déjà dit, ce que l'UVC fait, l'informatique permet de faire beaucoup de choses. Ça a révolutionné. Mais si l'informatique évolue sans les aveugles, ça n'a pas couvert toutes les couches. Alors qu'aujourd'hui, l'ordinateur se trouve être une solution, j'allais dire la meilleure pour les aveugles. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est la formation. Et l'UVC, en s'ouvrant aux aveugles, cherche comment former. Voilà. Donc, il reste la formation, comment utiliser les options d'accessibilité pour que l'aveugle puisse avoir accès au contenu de formation de l'UVC. C'est succinctement ce que notre introduction nous avons fait comme introduction. Entrer dans la liste, le matériel dans l'accompagnement pour la réussite. Alors, le grand point que nous voulons, comment on appelle, aborder, Sortie de la liste. je vais faire lire encore par ma voix. Entrer dans la liste, le matériel dans Vas-y. l'accompagnement. Sortie de la liste. Entrer dans la liste, le matériel dans l'accompagnement pour la réussite des personnes aveugles en milieu scolaire et universitaire. Sortie de la liste. Entrer dans la liste, le matériel classique. Alors, il faut dire que nous commençons notre présentation par le matériel. Et nous commençons par le matériel classique. Ce qu'on a fait, le matériel classique au niveau des aveugles, c'est le matériel qui était avant que les ordinateurs arrivent, ce que les aveugles utilisaient pour aller à l'école, avant qu'il y ait les ordinateurs, avant l'informatique. Alors, ce matériel classique-là, l'aveugle, le cahier de l'aveugle, Image sortie de la liste. Nouvelle ligne. Comment on appelle la tablette. Voilà. Donc, les feuilles mécano-braille plus la tablette constituent le cahier de l'aveugle. Bon, lorsque j'ai préparé mon affaire, j'ai demandé comment je devrais faire. Est-ce qu'un PowerPoint? On m'a dit de le présenter aussi naturellement. Donc, sinon, j'ai les Panel, modèles page 3 sur 10, fenêtre, la tablette braille. de tablettes, mais je ne sais pas si ça peut être vu par l'Assemblée. Ça peut passer? Non. Des poinçons. Bon, donc, dans tous les cas, nous sommes au niveau des aveugles, donc nous fonctionnons en informatique à l'aveugle. Si vous ne voyez pas, je vais décrire. C'est l'informatique à l'aveugle. Donc, la tablette, en fait, c'est une table comme ça, avec des trous dedans. Et puis, bon, quand on met le deuxième élément, qui est le poinçon, le poinçon, c'est le stylo de l'aveugle et le crayon en papier. Donc, avec une certaine pression, ça fait des points. Voilà. Et les points là, c'est l'écriture braille. Voilà. Et l'écriture braille, beaucoup vont dire qu'ils ne connaissent pas, mais vous connaissez. Quand vous regardez les boîtes de médicaments, souvent sur les boîtes de médicaments, il y a des points, points, points. Voilà, ce n'est pas de l'ornement, c'est de l'écriture braille. C'est le nom du médicament qui est écrit dessus pour les aveugles. Vous voyez? Voilà. Donc, les tablettes poinçons permettaient, avant l'informatique, comment on appelle, d'écrire, aux aveugles d'écrire, mais bon, c'était comme quand vous écrivez avec le stylo à bille. Alors, je passe. Des poinçons, images, nouvelle ligne, entrée
Écriture braille. Alors, donc, comme j'ai dit, hein, sur mon truc ici, ça donne l'écriture braille. Je vais laisser le support après. Ceux qui ont besoin, vous verrez l'écriture braille. Entrée dans la liste 3. Le matériel informatique. Ah, vous voyez? Voilà, OK. Voilà. Donc, c'était quoi ça? Voilà. Donc, vous voyez bien l'alphabet. Vous voyez que ce qui est là, c'est des points braille. Si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas connaître. Donc, ça pose un véritable problème d'intégration aux aveugles. C'est vrai, mon assistant qui est là, eux, c'est des spécialistes, ils sont passés par l'INFES, ils savent lire et écrire, le braille, tout ça. Mais les autres, ou bien à l'université virtuelle ici, s'ils veulent encadrer efficacement un aveugle, comment ils vont lire ces points, là? Ce n'est pas possible. Voilà. C'est en cela que l'informatique est venue nous sauver, nous tous. Donc, le point que, c'est moi ici, le matériel informatique. Il y a du matériel informatique aussi pour les aveugles. Il y a du matériel informatique spécifiquement conçu pour des aveugles. Ce sont les plages braille. J'ai ça ici aussi. Les plages braille. Nouvelle ligne, image, nouvelle ligne. Image, nouvelle ligne, nouvelle ligne, nouvelle ligne. Allez, vas-y. Tu vas pas? Bon, l'embosseuse. Sinon, je prends la version PDF. On peut faire tout ça. Aperçu, panel, page 3 sur 10, fenêtre, le boulier compteur, image, page en élément, les plages braille. C'est bon? Image, page 5, image. Voilà. Page 6, 2, la pédagogie dans l'accompagnement pour la réussite des personnes aveugles en 1000, page 5, image. Voilà. Donc, voici des ordinateurs pour les aveugles. Ça existe. C'est du matériel. Quand c'est des plages braille, c'est un ordinateur avec lequel l'aveugle travaille en braille. Et quand il le connecte à un ordinateur comme celui-là, tout ce qu'il a fait en braille sort sur l'ordinateur selon l'application dans laquelle il a fait. Si c'est Word, si c'est un traitement de texte, ça va sortir en Word. Si c'est un tableau, ça va sortir en Excel, ainsi de suite. Donc, il y a ça. Il y a aussi des blocs-notes. Voilà. Donc, il y a des blocs-notes pour les aveugles, ainsi de suite. Mais vous voyez, à côté de ce matériel informatique spécifique, il y a ces appareils qui sont là. Ces ordinateurs qui ne sont pas conçus pour les aveugles, mais qui intègrent des options d'accessibilité qui permettent aux aveugles de les utiliser. Ça, je ne peux pas, ici, ce n'est pas un secret pour tous ceux qui sont là, hein, c'est l'université virtuelle. Je ne vais pas faire de publicité, mais vous connaissez cet ordinateur. Donc aujourd'hui, dans tous les systèmes d'exploitation, macOS, Windows, VoiceOver, comment on appelle, voilà, tous les systèmes, il y a dedans des revues d'écran. Il y a dedans des revues d'écran. Ce qui fait que, une fois qu'on les paramètre, les ordinateurs parlent. Donc, tout ce que les gens font avec la souris et tout, les aveugles arrivent à le faire, pourvu qu'on les forme à son utilisation. Panel, nouvelle ligne, bloc, note braille. Nouvelle ligne. Alors, je... Voilà. Alors, si on a du matériel, si on a du matériel informatique pour les aveugles, qu'en est-il de la pédagogie? Comment est-ce qu'on se prend pour que l'aveugle puisse utiliser donc l'ordinateur? Je vais faire lire ça une fois de plus par ma revue d'écran qui est sur mon ordinateur. Voilà. Ça s'appelle VoiceOver. Moi, je l'ai appelé Akissi. Mets dessus. Nouvelle ligne. 2. La pédagogie dans l'accompagnement pour la réussite des personnes aveugles en milieu scolaire et universitaire. Nouvelle ligne. Entrée dans la liste 1. L'informatique à l'aveugle et le modèle pédagogique de l'université virtuelle. L'informatique à l'aveugle et le modèle pédagogique de l'université virtuelle. Sortie de la liste. Les personnes aveugles ou malvoyantes disposent de moyens leur permettant d'utiliser un ordinateur pour actes d'enseignement et d'apprentissage sur les plateformes de Diala.
pédagogie, à la certification, au MOOC et aux bibliothèques virtuelles. Diverses autres activités sont également possibles au travers de Malort et de travaux d'apprentissage collaboratif, chats, forums, réseaux sociaux. Pour qu'elles puissent profiter pleinement de ces possibilités offertes par les nouvelles technologies, encore faut-il que des précautions soient prises en matière d'utilisation de l'informatique. Les personnes déficientes visuelles se répartissent en 2 catégories. D'une part, les personnes aveugles ou très malvoyantes dont la vision résiduelle ne peut être utilisée pour une lecture soutenue. D'autres personnes malvoyantes pouvant, dans des conditions adaptées, utiliser leur vision résiduelle pour lire. Il est précisé que, en matière de saisie, sauf cas de handicap moteur, toutes les personnes déficientes visuelles peuvent apprendre à se servir d'un clavier AZERTY classique. Le problème à résoudre est celui de la restitution de ce qui s'affiche à l'écran sur l'ordinateur d'une personne aveugle ou malvoyante ne pouvant utiliser sa vision résiduelle. Install ou active pour les systèmes d'exploitation qui en possèdent un logiciel appelé lecteur d'écran ou revue d'écran. Disposant le plus souvent d'un synthétiseur vocal, le lecteur d'écran récupère l'information textuelle et la restitue vocalement à l'utilisateur. Cette vocalisation porte aussi bien sur le texte frappé au clavier que sur le contenu de l'écran, menu, boîte de dialogue, texte des documents, page. Internet. Gérer en parallèle un afficheur braille. Internet. Si la personne connaît le braille, le lecteur d'écran peut aussi gérer en parallèle un afficheur braille connecté à l'ordinateur. Reconstitue les caractères braille correspondant à une portion de ligne 2. L'écran, des touches de fonction permettent le déplacement dans l'écran. 1. Autre touche, voix de temps, évite commence sa lecture à l'accord, modifier avec l'audition, d'avoir une, peut connaître les, n'est pas très consommatrice de temps, de recherche spontanément. En outre, entre rapide personne déficit des pages web, que soit utile, web offerte, matière, balise, le détail correspondant au titre qui l'intéresse. Alors, comme vous avez constaté, le volet pédagogique, je l'ai fourni parce que je pense que c'est le point, c'est le clou même de ce thème. La synthèse l'a lu, mais qu'est-ce qu'on veut dire? Lorsque vous prenez les personnes aveugles, les personnes qu'on appelle aveugles, il y a dedans ceux qui ne voient pas du tout, qu'on appelle aveugles, et il y a ceux qui voient un peu, qu'on appelle malvoyants. Au niveau des aveugles, vous voyez l'ordinateur que j'ai devant moi, c'est un ordinateur ordinaire avec un clavier AZERTY. Il n'y a rien de braille dessus. La seule chose, peut-être que vous qui êtes là, vous avez fait attention, vous n'avez pas fait attention, sur les ordinateurs, sur le F, la lettre F et la lettre J, il a des caractères tactiles. Et quand l'ordinateur est équipé d'un, comment on appelle, d'une extension numérique, sur le 5 aussi, il y a un caractère tactile. Ce sont ces 2 repères-là que l'aveugle utilise pour apprendre le clavier, un peu comme ce que font les secrétaires. Si vous observez bien souvent, quand on trouve les secrétaires dans les bureaux, elles nous parlent pendant qu'elles tapent le clavier. Donc, si ceux qui voient peuvent taper le clavier sans regarder, donc ce n'est pas les aveugles qui sont dans une situation qu'ils ne voient pas. Donc, on apprend. Un aveugle peut très bien utiliser le clavier d'ordinateur, à moins que, ou bien à condition qu'il ait un autre handicap. Sinon, s'il n'a pas de handicap physique, il utilise très bien le clavier AZERTY. Donc, qu'est-ce qui reste comme problème à résoudre? C'est ce qui s'affiche à l'écran. Comment il va voir ce qui s'affiche à l'écran? C'est tout le problème. Alors que c'est cette solution qui se trouve dans les revues d'écran. Donc, quand vous prenez un ordinateur comme ça, il y a dessus la revue d'écran qui s'appelle VoiceOver ou bien un assistant virtuel qui s'appelle Siri. Une fois on l'active, alors tout ce qui s'affiche à l'écran, la synthèse vocale la restitue et l'aveugle l'entend. À partir de cet instant-là, il peut utiliser l'ordinateur comme les autres. Par exemple, moi j'ai utilisé ce système pour venir ici. Je pense que vous devrez reconnaître ce site-là qui est devant moi. Hein, vous le connaissez, non? Université virtuelle de Côte d'Ivoire, UVCI. Mais le micro, il va entendre. Lien, écoute, Université virtuelle de Côte d'Ivoire, une nouvelle ligne, une communauté dynamique de plus 10 000 apprenants. Nouvelle Espace ligne, un corps qualifié. d'enseignants-chercheurs qualifiés. Vous êtes Vous actuellement reconnaissez sur ça? le texte, dans du contenu web. Pour sortir Voilà. de cette zone web, Donc, appuyez sur c'est avec ma revue d'écran flèche vers le haut. que j'ai appris ce qu'on fait à l'université virtuelle depuis quelque temps. Donc, c'est tout là le problème. Hein? La revue d'écran fait parler l'ordinateur. Après ça,
Le reste, on apprend à l'aveugle où se trouve le A, où se trouve le Q. Qu'est-ce que c'est que Safari? C'est un navigateur. Comment on y va sur le site? Et c'est tout le principe. Pour ceux qui ont une acuité visuelle chiffrable, ceux qui voient un peu, ce sont des agrandisseurs. Ce sont des logiciels qui agrandissent l'écran. Et puis, bon, les malvoyants utilisent l'ordinateur. Voilà ce qui est comme pédagogie qui sous-tend la façon de l'aveugle d'utiliser l'ordinateur. Après ça, les options d'accessibilité, les autres options, pour qu'un site Internet soit accessible, bien accessible à un aveugle naturellement, c'est quand il est bien structuré. Quand le site Internet respecte les standards, par exemple, on a dessus les titres de niveau qui sont bien marqués, titre de niveau 1, titre de niveau 2, les paramètres qui sont bien faits, les aérations qui sont bien faites. En ce moment, les revues d'écran récupèrent les balises qui sont derrière et puis le restituent très bien à l'aveugle. Donc, si le site est mal structuré, la revue d'écran restitue mal l'information. Donc, à l'intention des étudiants de l'UVC, demain, quand vous allez concevoir vos trucs, il faut appliquer correctement les standards. Quand les standards sont correctement appliqués, les aveugles aussi, leur revue d'écran s'épanouissent. Voilà. Alors, ce que j'ai pu dire ici, c'est que le modèle de l'UVC sied aux aveugles. Vous voyez, le modèle de l'UVC, c'est un modèle qui nous fait qu'on n'est pas obligé de venir ici physiquement. Lorsque moi je suis venu ici ce matin, c'est une université virtuelle, mais les escaliers là ne sont pas virtuels. C'est difficile à monter. Donc si un aveugle doit se promener ici, là, le risque qu'il chute est grand. Mais quand on est dans le virtuel, il n'y a pas d'obstacle. Donc, le modèle de l'UVC résout le problème de la mobilité réduite des aveugles. Ça réduit. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je suis resté chez moi et je me suis informé sur le site de l'UVC. J'ai regardé leur, comment on appelle, YouTube, ainsi de suite, et j'ai compris un peu, je ne me suis pas déplacé. Et j'ai collaboré avec les organisateurs en ligne jusqu'à ce que je me trouve ici ce matin. Donc, je dis que le modèle de l'UVC est un modèle qui sied à la façon de faire des aveugles. Ce qui reste, c'est qu'il faut que l'UVC sache comment on apprend donc à un aveugle à utiliser sa revue d'écran. Alors, pour ce qui est du dernier point, l'aspect psychologique. Alors, sur l'aspect psychologique, ce que j'ai compris, c'est que, bon, disons que la psychologie, c'est l'étude du comportement. Voilà. Et dans les comportements, il y a beaucoup de comportements. Mais quand on utilise l'ordinateur, un comportement qui se manifeste beaucoup, c'est le stress. Voilà. Quand on va utiliser pour la première fois un ordinateur, ça peut susciter du stress. Et le type de stress que l'ordinateur suscite, c'est ce qu'on appelle l'ergo-stressi. Alors, l'ergo-stressi, je dis que ce soit un aveugle ou un non-aveugle, quand on te donne l'ordinateur premièrement, parce que très souvent, on pense qu'un ordinateur ne tombe pas en panne. Quand on nous donne, c'est correct, ça doit être correct. Alors, quand en l'utilisant, la connexion vacille, qu'on lance, ça ne passe pas, ou bien que la souris se bloque, ben on est paniqué quand on est nouveau. Donc, ce stress que ça suscite, c'est laid pour tout le monde, les non-handicapés comme les handicapés. Mais lorsque l'ordinateur devient un outil courant, donc il n'est plus une nouvelle technologie, les technologies de l'information l'utilisent toujours. Quand si un ordinateur se plante, celui qui sait l'utiliser sait que, bon, écoute, il faut redémarrer et puis c'est tout. Si la connexion vacille, c'est qu'il faut appeler celui qui s'occupe de la connexion et puis il lui donne la connexion. Donc, dans ces conditions-là, quand l'ordinateur est utilisé couramment par un aveugle, ce comportement, ce stress que ça suscite, ça s'estompe. Ça s'estompe. Voilà. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est ce que l'université virtuelle fait. Il faut faire en sorte que les outils informatiques, les ordinateurs et dérivés soient donc des outils que tout le monde utilise, que les aveugles aient, ainsi de suite. Voilà. Et quand un aveugle a cet outil, bon, je pense qu'il y a moins de problèmes. En guise de conclusion,
en guise de conclusion, comme je le dis, les ordinateurs sont aujourd'hui équipés des outils qu'on appelle les outils d'accessibilité. Et ces outils sont mis pour les personnes handicapées. Pour les aveugles, quand vous prenez un système d'exploitation comme Windows, c'est Cortana ou le narrateur, ça est dedans. Quand vous prenez un système d'exploitation comme le Mac OS, c'est Siri, c'est VoiceOver. À côté de ça, quand vous prenez, voilà, donc quand vous prenez par exemple les Android, c'est TalkBack. Vous voyez? Donc tout ça, ça est dedans. Tout se trouve dedans. Donc, s'il y a un outil qui intègre les options d'accessibilité, c'est ce outil qui est meilleur pour l'apprentissage de l'informatique, donc de l'inclusivité digitale. Voilà. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, l'ordinateur est une solution. Vraiment, pour les aveugles, c'est une solution. Ça vient faire en sorte que l'aveugle n'a pas besoin d'une personne pour traduire son écriture classiquement braille, qui est un code, avant que les autres puissent savoir ce qu'il a écrit. Les aveugles ont aussi droit au secret. Tu veux écrire ton petit texto pour envoyer à quelqu'un? Attends. Il faut appeler quelqu'un pour lui dire, il faut écrire à ma voisine que demain, elle n'a qu'à me trouver chez moi. Est-ce que ça, c'est bien? Alors qu'avec les ordinateurs, avec le téléphone, la revue d'écran, par exemple, voilà un téléphone, c'est sur ça que je vais m'arrêter. Celui-là, c'est aussi un outil informatique, hein, le téléphone. Voilà. Il parle aussi. Donc, on lui dit seulement, par exemple, appelle université virtuelle. Vous souhaitez appeler Université virtuelle Quadio? C'est bien ça? Oui. J'appelle Université virtuelle Quadio. Voilà. Je pense que M. Quadio est bien connu ici. Voilà. M. Gabin. C'est comme ça que je l'appelle. Merci à tous. Merci, 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 merci. On applaudit très, 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 très fort. On applaudit. Merci à M. Kouakou et à M. Touré pour leur contribution. Il faut retenir que le modèle pédagogique UVCI, en principe, ne doit pas poser de problème pour les personnes non-voyantes, pour les aveugles, avec l'évolution de la technologie. Et donc, on va applaudir une fois de plus nos intervenants. Merci. Maintenant, on voudrait savoir si l'assistance voudrait poser des questions ou chercher à comprendre sur ce volet-là. Après. Ah d'accord. D'accord. OK. Donc, on va laisser les questions après le passage des trois panélistes. Et donc, à la suite, on va raccompagner M. Kouakou. Oui, il va rester. OK. D'accord. OK, à la suite de M. Kouakou, nous allons donner le micro à M. Krabaj Séverin. Il est du ministère de l'économie numérique pour sa contribution. On applaudit très très fort M. Krabaj Séverin. Monsieur. Je voudrais dire merci à Monsieur le directeur général et à son équipe et à l'auditoire pour nous avoir permis ce matin de venir partager notre petite expérience. Je crois que je voudrais encore lui dire merci parce que dans beaucoup d'administrations, c'est la première fois et je crois qu'il a posé le problème. On n'avait pas tenu compte au départ. Nous sommes là pour pouvoir apprendre. Et c'est nous-mêmes qui vivons la situation, qui sommes capables mieux d'expliquer. Et je crois qu'on n'est pas là pour dire, monsieur le condamné ou quoi que ce soit. Il a dit, je ne savais pas, je suis là pour apprendre quels sont vos besoins et comment prendre en compte vos besoins. Je crois que c'est la meilleure manière. Et je crois que je vais apporter ma modeste contribution. J'aurais pu être là, bon, depuis 2 jours, on a des travaux au niveau de l'Union internationale des télécommunications. Bon, cette fois-ci, je suis un peu en ligne. Et donc, il y avait une candidature que l'administration avait posée, ma candidature, bon, Dieu merci, qui a été retenue. Donc, c'est ce qui m'a mis un peu en retard. Mais je voudrais
je n'ai pas voulu faire une présentation. Tenir compte d'abord de ce qui est dit et puis voir quelles solutions il faut proposer. Il faut dire, je parle d'abord du constat. Ce n'est pas la politique politicienne. Hein. Quand le premier responsable dit ça, c'est ce qu'on suit. Le président de la République, son excellent Alassane, il a dit ceci, sa vision. Sa vision au niveau de la Côte d'Ivoire, il dit qu'une Côte d'Ivoire solidaire. Et quand on dit une Côte d'Ivoire solidaire, c'est comme on dit, bon, on va préparer, faire la cuisine, je veux un repas. Chacun dans son domaine va voir ce qui, si c'est B, il veut préparer, si c'est Atoupou, si c'est Placari. Donc chacun prépare. Et Yvick aussi, j'ai dit Yvick aussi. UVC, a décidé, dans le cadre de cette initiative, de prendre en compte, parce que dans sa vision Côte d'Ivoire solidaire, l'homme au cœur de la Côte d'Ivoire solidaire. Et l'homme, ce n'est pas les valides seulement. Ce sont les personnes, tout le monde, y compris les personnes en situation de handicap. Donc, quand vous engagez des initiatives, il faut tenir compte. Les Nations Unies et tous, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dès son accession en 2014, il a ratifié. Ensuite, 10 janvier 2014, j'ai rencontré un responsable du ministère de l'Industrie sur le traité de Marrakech. J'ai discuté avec lui. Le traité de Marrakech, c'est un traité qui concerne les non-voyants et les malvoyants. Et donc, ça a été ratifié par l'État de Côte d'Ivoire 20 septembre 2020 et rentré en vigueur 20 décembre 2020. Donc, il y a des initiatives qui sont en cours, beaucoup de choses sont en cours. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de constat que nous faisons? L'université virtuelle, c'est un bel exemple, comme il a dit, que nous appelons. Il y aura des universités, des écoles virtuelles, des collèges virtuels, des lycées virtuels. Parce que tout le monde ne pourra pas aller dans une école classique, y compris les personnes en situation de handicap. Pour avoir un tuteur, un non-voyant, est-ce que vous pensez que qui, si ce n'est pas directement ses parents, qui va l'héberger? Ensuite, quand vous êtes handicapé, même dans un fauteuil roulant, non. Et moi, je me souviens, en première année, je devais faire un cours magistral odontostomatologie. Ensuite, quand je finissais, je devais aller faire un TD en bas de l'ENS. Vous voyez le parcours que je fais. Je marche, je m'assois, et puis je reprends. Je marche jusqu'à ce que je m'assois, je reprends. Quand j'arrive, l'enseignant dit, mais on a déjà fini, il reste 10 minutes. J'ai fait 3 fois. Et puis je reviens à l'amphi A et B, en faculté de sciences et techniques. Je devais aller faire cours là. Fatigué, j'ai fait 3 fois. J'ai dit, c'est bon, je vais m'asseoir, je vais étudier. Vous voyez? Juste parce que les gens n'avaient pas l'information, comment prendre en charge. Or, il fallait juste réquisitionner toutes les salles proches des amphis qui sont au rez-de-chaussée en tenant compte des personnes en situation de handicap et affectées. Nous, notre problème, c'est l'adaptation. Et beaucoup d'étudiants en situation de handicap, vu les difficultés d'accessibilité, donc ils arrivent, ils ont des difficultés pour continuer. Ils sont brillants au lycée, au collège, parce qu'il y avait les internats. Et aujourd'hui, compte tenu des insuffisances des ressources financières, on ne peut pas. Quelle solution? Les TIC, les télécommunications TIC viennent compenser. Aujourd'hui, avec l'université virtuelle, c'est une solution pour permettre aux étudiants en situation de handicap d'accéder à l'enseignement supérieur. Mais pas seulement en Côte d'Ivoire. Si c'est vulgarisé, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui est au Burkina, qui est au Niger, au Sénégal, peut faire des cours en ligne. L'université virtuelle s'inscrire. Parce que ses parents vont se dire, mais tiens, au lieu de l'envoyer payer, je préfère payer l'université virtuelle de Côte d'Ivoire et il va accéder parfaitement au cours. Et normalement. Donc, c'était un sujet très important dont il faut tenir compte. Donc, il a parlé des non-voyants tout à l'heure, une démonstration. Il y a les sumuets. Il y a les sumuets, il y a les malentendants, et il y a aussi des handicapés intellectuels. Il faut dire que les statistiques, c'est 4 millions de personnes. Si on regarde, on fait 1 milliard au niveau de l'OMS, 15% de nos populations. Quand on fait le ratio, c'est 4 millions. En tenant compte du recensement général qui a été donné, les données de janvier, je crois, janvier ou février 2022. 4 millions.
Quand vous avez une personne en situation de handicap dans votre famille, c'est un calvaire. S'il ne travaille pas, c'est une charge. Et donc, il faut permettre que ces personnes puissent aller à l'école. Même s'il est tétraplégique, il peut être sur son lit, avec l'université virtuelle, faire ses cours, travailler, être en freelance ou bien correspondant d'une entreprise et faire tout ce qu'il peut. Vous voyez? Nous avons tout. Nous sommes, ils sont doués dans un domaine spécifique. Nous avons tout. Normalement, c'est juste le physique ou bien quelque chose qui nous... par exemple, les handicapés intellectuels. En France, ils travaillent. Il y avait une des dames, Mme Kofi Jeanne, elle a son fils qui est handicapé intellectuel, mais qui est en France, qui travaille là-bas. Il a fait la page blanche, mais la page blanche s'arrête au niveau de jusqu'à CM2. Mais c'est des personnes qui sont des gens partout. C'est des gens, des responsables qui sont mariés, qui se marient. C'est un handicap. Moi, je suis fier d'être handicapé. Et quand j'arrive avec les Blancs là-bas, quand je suis curieux de voir leur capacité de réflexion, je n'hésite pas. Et donc, vous voyez, c'est des personnes qui sont capables d'apporter quelque chose à notre société. Tant que ceux-là, ils ne travaillent pas, c'est la pauvreté, quel que soit ce qu'on va faire. Donc, mais le véritable souci, c'est au niveau financier. Le DG en parle, mais il faut qu'il y ait de l'argent. On ne peut pas compter sur le budget de l'État. Ça, là, le premier souci, c'est le budget de fonctionnement. Comment on va acheter, on va payer les salaires, on va faire ceci, mais il y a des partenaires au développement. Et comment entrer en contact avec eux? Comment faire pour, une fois le projet est bien ficelé et qu'il y a des responsables bien, ils sont prêts à financer. Moi, quand j'ai rencontré le responsable, M. Touré Béman des Pages Blanches, quand je lui ai dit, mais en 2014, je l'ai rencontré. En ce moment, j'étais encore à Cocody, là, tout près. Et je lui ai dit, ben, on va vous donner une salle informatique multimédia. Il a dit oui, je suis du ministère, donc bon, il croit, mais il ne croyait pas trop. Bon, oui, on va lever l'argent pour tout. J'ai dit non, on va y arriver. J'ai dit, mais si nous, avec notre handicap, on a pu, c'était pas facile, des moqueries, des rejets, des difficultés, mais si on a pu faire des études, se marier, avoir femme ou enfant, ça veut dire qu'on peut continuer. Et en 2020, 2019, il a pu avoir un opérateur, leur a offert une salle multimédia. Et il était étonné. On leur a fait, on a continué. Ils ont aujourd'hui une salle multimédia. On a des handicapés intellectuels. Je regarde quels sont les outils qu'ils peuvent utiliser. Voilà. Au niveau de l'université de Cocody, j'ai rencontré les étudiants. Je leur ai dit, mais on va vous donner une salle. Bon, grand frère, parce que j'ai fait partie de l'association des étudiants handicapés à l'époque. Il dit, grand frère, je dis, oui, vous allez voir. Ils n'y croyaient pas. En 2019, ils ont eu la salle. L'université de Boaké, j'y ai été. La même chose. L'Institut des aveugles, la même chose. Il faut juste y croire. Ça peut être immédiat, ça peut prendre du temps. Mais l'essentiel, on va atteindre. Donc, le vrai défi, le souci, c'est le financement. Mais comment y arriver? Et ça, il faut des choses, il faut que ça soit bien coordonné. Il faut que l'université virtuelle élabore une stratégie d'inclusion, d'accessibilité des personnes en situation de handicap qui va tenir compte de tous les départements. Parce que ce n'est pas seulement au niveau pédagogique. Mais tout. Il y a combien de personnes en situation de handicap qui travaillent à l'université virtuelle? Parce que quand vous avez un collaborateur non-voyant, vous savez comment, ou bien handicapé physique, vous savez. C'est ce que je dis même au niveau de l'UIT. Ils en parlent, les Nations Unies. J'ai dit, mais vous parlez, mais vos institutions dans les pays, les sièges ne sont pas accessibles. J'ai rencontré l'UNESCO. Ils m'ont dit d'être le président du comité scientifique d'un forum sur l'accès à l'information des personnes. J'ai dit à une seule condition. Il faut que la salle où on va avoir l'événement soit accessible. Deuxièmement, il faut que les toilettes soient accessibles. Il faut payer le transport. Et ça, j'ai été très strict. Et je leur ai dit, mais votre siège même n'est pas accessible, l'UNESCO. Alors que c'est la contribution des États. Et la contribution des États, c'est la contribution des membres. Nous sommes des contribuables. Quand je fais des achats, je contribue. Pourquoi on va fournir des solutions, des projets seulement aux valides? Ça, là, au ministère, on me connaît pour ça. On va dire, mais toi, ton affaire, là, je dis oui, je ne travaille pas seulement pour les valides, je travaille pour les personnes. Donc, les projets qui sont conçus, si les besoins des personnes en situation de handicap ne sont pas pris en compte, je ne sais pas.
Le mardi dernier, j'étais à une réunion avec la Banque mondiale sur comment on appelle, la connectivité rurale dans le domaine du transport. Je leur ai dit, mais il y a des accidents qui se déroulent dans les zones rurales. Par exemple, les voitures roulent à vive allure. Et quand ces voitures arrivent dans les villages, ils ne se disent pas que c'est un village qui est là. Et les gens pensent que c'est un non-voyant qui traverse. Il est tué. Si c'est un sourd-muet, il ne sait pas que c'est une voiture qui arrive. Il est tué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des solutions. Il ne s'agit pas de dire l'intelligence artificielle, il faut théorie. Il y a des radars, il y a des balises, il y a tout ce qui est Internet des objets qu'il faut développer pour pouvoir avoir à telle distance, voilà telle situation. Par exemple, quand on fait les feux tricolores, on parle des feux intelligents. Aujourd'hui, à l'Institut des aveugles, ils ont pu mettre. Mais à l'époque, il y avait des gens qui mouraient, des élèves non-voyants mouraient là. Mais pourquoi ne pas mettre... Moi, quand je vais à Genève, je monte dans le bus. J'ai demandé, la première fois, j'ai demandé, mais je vais à l'hôtel, bon, juste un hôtel à Balexer. Elle dit, oh non, non, c'est pas grave, asseyez-vous. Mais il y a un tableau, c'est écrit. Le prochain arrêt, on vous dit, voilà voilà l'arrêt. Quand vous arrivez, l'arrêt, vous êtes arrivé, il y a une synthèse vocale qui vous dit à tel arrêt. Quand vous voulez traverser, vous faites appel, vous voyez le feu de Engrais, comment on appelle ça, Mandela, Carrefour Mandela. Le feu, quand on met en vert, piéton. Mais deux autres voitures viennent et je suis obligé à chaque fois quand je viens. Non, vous voyez le feu? Ce n'est pas normal. Donc, il faut éduquer les gens, il faut les sensibiliser pour qu'ils comprennent que voilà ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'il faut faire, les enjeux. Quand une personne en situation de handicap travaille, ça aide, comment on appelle, la famille, mais l'État. Vous voyez, c'est des gens, vous avez un handicapé moteur qui travaille, il ne va pas trop se promener hein, pour dire, quand il vient, il est assis. Donc le DG peut l'appeler, à tout moment, il peut le trouver au bureau. Mais quand il est valide, bon, attends, j'arrive tout de suite, hein, je vais aller quelque part. Puis, vous voyez, donc lui, il est assis. Ils sont passionnés dans ce qu'ils font. Vous voyez, donc, là, je revenais un peu sur la stratégie. Il faut élaborer une stratégie, identifier des axes stratégiques et à l'intérieur, y mettre des projets. Une fois c'est bien structuré, vous pouvez voir des bailleurs de fonds. Le contexte, l'exposé de motifs bien expliqué, des bailleurs de fonds vont dire, attention, aujourd'hui au niveau de la Banque mondiale, il y a une politique de sauvegarde environnementale et sociale. Et dedans, il y a les questions du handicap. Une fois un projet bien structuré, bien ficelé, voilà ce que nous voulons faire pour aider les personnes en situation de handicap. Parce que ceux-là ne pourront pas aller à l'école. Mais le monsieur est au village, il a intégré là, il veut aller à l'école. Mais comment? Oh, avec l'université virtuelle, c'est plus facile, ou l'école virtuelle, c'est plus facile, l'école primaire virtuelle, le collège virtuel, le lycée virtuel, c'est plus facile d'accéder à l'éducation. C'est un enjeu qui tient à cœur le président de la République. Vous voyez, quand il est arrivé, les recrutements dérogatoires avant, il fallait, excusez-moi, ce n'est pas la politique, hein, il y avait toujours des mouvements. Mais depuis qu'il est arrivé, chaque année, il y a des recrutements dérogatoires. Chaque année, des recrutements dérogatoires. Mais le problème, il y a des fonctionnaires qui ont des difficultés. Vous voyez, par exemple, ils ont demandé l'augmentation sur le transport. C'est très bien. Mais ils n'ont pas. Ça, c'est l'augmentation. On dit, mais quand tu es à l'intérieur, dans telle zone, à l'intérieur, voilà tel prix. C'est 15 000, 15 000. Ça, c'est l'augmentation géographique, mais sociale. Pour les personnes en situation de handicap qui ont des difficultés de mobilité, ils ne peuvent pas prendre un Woro, vu le rang, il peut prendre un bus, vu la durée d'entente, il fait comment? C'est un taxi. Mais ça, là, qui va aller prendre pour dire au président de la République, on a oublié. Non, 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 ça, il n'a pas le courage. Hein. Mais vous n'avez pas pris le temps de réfléchir à ça avant de m'envoyer ça. Donc, ça va tourner maintenant. Voilà le problème. Donc, déjà, dès l'amont, la conception des projets, il faut tenir compte des besoins des personnes en situation. N'importe quel projet, il faut tenir compte. Il y a les questions de MOOC qui vont être certainement faites. Les MOOC, il faut rendre cela accessible. Il y a tout un ensemble de choses, mais l'équipe pédagogique, et ça, il faut que vous ayez, ça c'est des propositions, hein, un conseiller technique en charge de l'accessibilité, un département en charge de l'accessibilité. Sinon, ce qu'on a traité de dire, on va finir ça, vous allez arriver, il y a une bonne volonté, mais comment mettre des gens qui seront chargés avec
des départements pour dire, voilà, du point de vue pédagogique. J'ai travaillé sur le schéma directeur e-éducation. J'étais dans la commission pédagogique et gestion numérique de l'école sur les besoins, sur les élèves ou les étudiants à besoins spécifiques. On a été confrontés. Il a été question de bâtiment. Mais s'il n'y a pas quelqu'un, parce qu'il y a une commande, ce n'est pas le personnel ici qui construit le bâtiment, il y a un entrepreneur qui vient. Donc, dans la commande, il faut, dans le cahier de charge, il faut mettre des dispositions. Maintenant, le souci, ça c'est au niveau de, au niveau de l'autorité nationale du marché public. Il y a un problème sur la loi, la commande publique. Parce qu'ils ont mis protection sociale. Protection sociale, c'est un mot bateau, c'est trop vague. Parce que protection sociale, je me suis retrouvé chez le régulateur des télécoms, l'ATCI, ils ont mis une rampe. Quand le contrôleur des marchés publics il vient pour voir est-ce que les travaux ont été faits conformément au cahier des charges, il va ramper. On a pris encore des questions du handicap. Il y a un étage. Comment celui qui est dans le fauteuil roulant peut aller? Ça a été construit. Soit on mettait d'abord un ascenseur qui est accessible, ou bien maintenant que c'est fait, il faut mettre un monte-escalier. Maintenant, le non-voyant rentre dans l'immeuble. Comment il s'oriente? Il faut mettre des balises, des bandes podotactiles, bandes de guidage, qui va l'orienter, aller ici, et des balises sonores avec son smartphone. Ça peut l'orienter, je vais dans tel service, je vais dans tel service, je vais dans tel service. Vous voyez? Je suis arrivé dans l'hôtel à Genève, je leur ai dit, mais tiens, moi je vais aller au restaurant. Il m'a dit, non, il faut prendre, je m'avais, mais la salle est grande, la distance est un peu longue. J'ai dit, mais c'est épuisant, vous ne pouvez pas mettre des tricyclettes électriques? Il dit, oui. J'ai dit, mais de la même manière, les gens louent les voitures, on peut louer les tricyclettes électriques, et puis on va se déplacer. Il dit, oui, j'arrive dans la salle. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas sensibles, mais ils n'ont pas l'information. Et c'est nous qui sommes handicapés qui vivons la situation. Et c'est pour ça que nous disons, une fois c'est fait, aujourd'hui, le bâtiment est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste. Si, comme je l'ai dit, la stratégie est ficelée, il y a une réhabilitation. Et ça, on peut voir des bailleurs de fonds, des partenaires pour dire, ah, moi j'ai des étudiants. Je veux des étudiants qui sont en situation de handicap. Ici. Aidez-moi. Voilà mon projet. Ça, c'est ça là. Et ils vont dire, bon, ok, on va le faire. Lorsque j'ai conçu les centres multimédia, j'ai un collègue qui allait présenter ça à l'INS avec, dans le cadre PAP, Programme d'investissement public. Programme d'investissement prioritaire. Voilà. PIP, Programme d'investissement public. Et il y avait le conseil technique du ministre Amadou Gon, à l'époque il était Premier ministre, et le conseil spécial, un de ses conseils spéciaux. Quand ils ont fait ça, ils ont dit, ah, ça c'est très bien. Donc, ça veut dire que des gens attendent ce type de projet au niveau de l'État. Si ces types de projets sont conçus, c'est fini. Ils vont dire, attention, ça c'est très bien. Donc, il faut le faire au niveau pédagogique. Il a parlé il est spécialisé en pédagogie des malvoyants, non-voyants. Il y a aussi des gens qui sont spécialisés en pédagogie des sourds. Ce n'est pas ma spécialité. Il y a un monsieur qui est derrière là-bas. Donc, voyez-vous, il y a des choses qu'il faut... Il faut donc... cela. Donc, au niveau de l'État, ce n'est pas seulement à votre niveau, hein. Il y a les questions de loi, il y a les questions de décret, il y a les questions aussi au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Et il faut élaborer des lois, il faut élaborer, donc réunir tous les acteurs de l'écosystème et élaborer une stratégie. Maintenant, quand la stratégie est là, il faut élaborer une politique d'accessibilité, d'inclusion des étudiants en situation de handicap sur chaque sujet. Et cette politique, c'est une décision que le directeur de l'université virtuelle prend, le DG, pour dire, moi, voilà ça. Quand vous êtes étudiant en situation de handicap, voilà où vous allez, voilà ce que vous devez faire. Et comme ça, ce document-là, cette politique, sur chaque sujet élaboré, il signifie, quand les gens rentrent, voilà ça. Il y a des orientations, il y a tout un ensemble de choses. Sinon, ce qu'on est en train de dire, c'est bien. Maintenant, au niveau pédagogique, il y a les TIC comme discipline. Je crois que vous enseignez ça ici. TIC, c'est l'informatique. Bon, au niveau de lui, nous parlons des télécommunications TIC. Quand on parle de télécommunications, bon, il y a eu des débats entre les informaticiens et les télécoms. Donc, ils ont parlé de télécommunications TIC. Donc, TIC comme discipline. Moi, quelqu'un me demandait, mais comment un handicapé dans un fauteuil roulant peut être fait d'ingénieur télécom et puis aller sur
un pylône. J'ai dit, mais c'est ça le problème? J'ai dit, OK. Il y a les échelles qu'on fait pour pouvoir monter sur les pylônes. Mais si on demande au constructeur de l'échelle de mettre un mécanisme, je m'assois et puis j'actionne. Par défaut, si je laisse, ça s'arrête. J'arrive là-haut, là-bas, pour configurer. C'est ma main. Maintenant, si j'ai des problèmes au niveau de la main, il y a tout ce qui est intelligence artificielle pour développer les bras, la robotique, pour développer les bras. Donc, il y a ça. Ensuite, si c'est un non-voyant qui arrive, il y a des solutions, il n'en a pas parlé. Eyes, Windows Eyes, qui vont me demander, voilà la configuration de l'élément que vous voulez, voilà où il faut toucher ici, il faut toucher ici, il faut toucher ici. Donc, les solutions existent. Vous voyez? Même pour qu'on aille beaucoup plus efficacement, parce qu'on veut faire des actions ponctuelles. Ponctuelles, après on va se rendre compte, on a essayé. Il faut élaborer une stratégie. Il faut travailler. Et cette stratégie, en réunissant tout le personnel, tous les acteurs, ensuite chacun y apporte ses défis. Et les personnes en situation, et les experts viennent pour y apporter des solutions ou des défis auxquels ils feront face. Parce que les sites web, là, il y a encore le référentiel qu'il faut élaborer. Il faut que la Côte d'Ivoire ait un référentiel national d'accessibilité à l'administration, un référentiel numérique. Il y a la norme 40 500 2.2012 de ISO-CEI. ISO, c'est une structure de normalisation au niveau international. CEI, c'est la Commission électronique internationale. Donc, ils ont élaboré, c'est un consortium, W3C, qui a élaboré une norme et qui travaille sur ces questions-là. Donc, cette norme est un peu complexe. Il faut élaborer un référentiel. Sinon, il y a des technologies comme WordPress qui est utilisée, mais elle présente des insuffisances. Parce que même en France, le WordPress existe, mais il y a le référentiel général pour l'accès à l'administration. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire ait un référentiel à partir duquel tous les concepteurs de sites web doivent tenir compte. Donc, ça va créer un métier. Et ensuite, les personnes en situation de handicap peuvent être des grands développeurs. Moi, le défi que je demande, par exemple, chez l'université virtuelle, c'est d'avoir un non-voyant, ingénieur informatique, développeur. Microsoft en a. Il y a plein de développeurs, ils n'ont pas assez complexé. Des gens peuvent travailler n'importe où. C'est juste adapter les solutions. Et vous avez bien fait de nous associer. Donc, je le dis, comme TIC, comme discipline, l'informatique, ils peuvent le faire. Même les handicapés intellectuels. Maintenant, TIC, comme support pédagogique, c'est ce qu'il a donné tout à l'heure, en utilisant son ordinateur en tant que non-voyant comme support pédagogique. Il y a beaucoup de supports pédagogiques qui existent pour les handicapés intellectuels, les handicapés, les sous-muets. Par exemple, vous l'allez parler. J'étais à Abuja, il y avait une voisine sous-muet, elle devrait intervenir et ils n'ont pas tenu compte d'un interprète en langage des signes. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a son micro, elle met là, et quand les gens parlent, il y a quelqu'un qui se trouve dans son pays et qui a son téléphone est là et qui écoute. Donc, il interprète, puisque c'est avec la vidéo, pour qu'elle comprenne. Vous voyez? Donc, elle a pris part. Donc, avec ces téléphones-là, il faut le faire. Donc, il faut, au niveau pédagogique, il faut regarder comment rendre ces MOOC ou ces enseignements en ligne accessibles à ces personnes-là. Le coût de l'Internet, ça, il faut le faire. Nous faisons le combat avec le régulateur. J'étais la semaine dernière avec l'ATCI sur le fait comment encadrer l'offre tarifaire. L'offre tarifaire, et dans le cahier de charges des opérateurs, il est écrit qu'ils doivent fournir les services préférentiels aux établissements, aux personnes en situation de handicap. UVC est un établissement d'enseignement, donc doit bénéficier des services virtuels, des services préférentiels. Ensuite, les étudiants en situation de handicap, maintenant, comment rendre cela opérationnel? On ne peut pas s'élever. Il faut des cartes de validité. On ne peut pas tout citer ici parce que là, il faut, dans la mise en œuvre des tarifs préférentiels, il y a tout un ensemble de choses à disposition. C'est pour ça que je parlais de ça. Donc, comme support pédagogique, il y a des supports maintenant, comment utiliser Internet comme support pédagogique, pour que maintenant, quand on utilise par exemple, le téléphone, l'enseignant ou bien la vidéo, comment rendre cela derrière l'enseignant qui est à l'université, qui est ici dans une salle, mais qui a plusieurs étudiants qui sont partout dans le monde, peut-être en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, et je peux suivre les cours à partir de l'université virtuelle. Ça, il faut les former. Il y a tout un mécanisme qu'il faut mettre en place pour que cela, quand c'est un
un malattendant ou bien un sourd-muet. Et il y a encore des aveugles, sourds-muets. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Et comment ça va le toucher? Donc, toutes ces personnes, ce sont des créatures de Dieu. Ce sont nos frères, nos sœurs. Ils doivent vivre. Ils doivent travailler. Comment faire en sorte que ces personnes puissent travailler? Donc, le gros élément, j'aurais pu développer beaucoup de choses, mais on va rester là. Maintenant, au niveau du secteur privé, comme il n'y a pas de... Il faut échanger avec les gens du secteur privé, les rencontrer. S'il y a possibilité, si le temps permet, on pourra voir. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que c'est du business à leur niveau. Nous, on a les solutions. Eux, ils font leur business. Vous accomplissez votre mission régalienne. Donc, il faut leur dire que voilà comment travailler avec eux dans la conception, par exemple, le gothique, dans la conception, par exemple, des plateformes, ou bien l'Internet. Excusez-moi, juste un exemple. Je devrais aller à Yamoussoukro l'année dernière à un séminaire, mais il pleuvait. Je ne suis pas véhiculé. Je vais prendre un taxi. Je vais aller à la gare. Il pleuvait. J'ai dit, mais je fais comment? Et tout de suite, il y avait un embouteillage. Mais ça là, s'il y avait une plateforme qui avait été développée, et puis, je m'inscris en ligne, ça veut dire des sociétés de transport, Nifa Diaby, Inzika, etc., etc. Ils ont leur plateforme, je m'inscris en ligne, j'ai un partenariat avec un opérateur, je paye. Et puis, on m'envoie des SMS, des alertes pour dire tel jour tu dois voyager à telle heure. Si je paye en ligne et que les transporteurs identifient des checkpoints pour dire, bon, le quartier où j'habite, peut-être à 100 mètres, à 200 mètres, il y a un arrêt, je quitte ma maison, je viens là. Je n'ai pas besoin d'aller à la gare. Même le travail. Aujourd'hui, il y a des bureaux virtuels. Je suis handicapé. J'ai fait ma réunion. S'il y avait quelque chose de virtuel, je n'ai pas besoin de me déplacer. J'étais à la maison, on faisait la réunion normalement. On vient partager des expériences. Ça peut le faire. Des gens peuvent travailler. Qu'est-ce que le DG attend? C'est que le travail lui soit rendu. C'est juste si je viens une fois par semaine qu'il sache que bon, je n'ai pas disparu. Oui, mais il faut que son travail soit... Et quand vous êtes à la maison, vous travaillez bien, vous prenez. Parce que quand on vient avec les difficultés, des déplacements, des mobilités, on va respirer. Donc voilà, vraiment, en gros, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais le côté financier, n'ayez pas peur. Voilà. C'est juste si la stratégie est bien. Combien de milliards ça va coûter? Vous faites ça. Vous allez, monsieur le ministre, on a élaboré notre stratégie d'inclusion, d'accessibilité des personnes en situation de handicap à l'université virtuelle. Voilà, ça coûte 10 milliards. OK. 10 milliards. Okay. Je prends ça. Lui, il prend. Ah, comment on va faire? Ah, on va chercher des partenaires. C'est juste avoir la caution à la ministérielle. C'est fini. Vous rencontrez là, ah, pardon. On prend un élément, on va faire tel. Le partenaire voit ça, mais, mais c'est très bien. Hein? Vous avez la vision de l'État, toutes ces missions, tout plan, tout ce que vous voulez sur chaque situation, vous élaborez ça, paf. Oui, on engage. Mais tant que ce n'est pas fait, que c'est des actions ponctuelles, parfois c'est difficile pour avoir des financements. Voilà ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Merci, merci, merci. On applaudit une fois de plus M. Kragba Sévérin. Merci pour votre contribution. Il faut retenir que le problème des personnes handicapées, c'est l'adaptation. Et le conférencier a demandé que le numérique soit vulgarisé, car une personne handicapée bien formée est capable d'apporter sa contribution au développement. Il a demandé aussi que notre grande maison, l'USCI, puisse élaborer des stratégies pour que cela soit une réalité. Et alors, sans trop tarder, nous allons passer à notre troisième panéliste, notre étudiant, Sei Bolati Geoffroy, que je vous demande d'applaudir. Oui, M. Bolati, vous avez la parole. Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur le DG. Je remercie l'opportunité que l'Université virtuelle me donne aujourd'hui de partager ma petite expérience. Bon, il faut dire que, en tant qu'étudiant handicapé de l'Université virtuelle, avant même d'arriver à l'Université virtuelle,
en tant qu'handicapé, c'était difficile pour moi de pouvoir me donner à plusieurs activités en même temps. Et au niveau scolaire, lorsque j'ai eu mon bac, je ne savais pas où m'orienter. Je ne voulais pas venir dans les écoles, dans les amphis à Cocody, à Bobo, pour être coincé, ni prendre le bus. Parce que, en tant qu'handicapé, le transport est beaucoup plus primordial. La plupart du temps, lorsque tu es beaucoup arrêté, tu as mal. Tu n'arrives pas à marcher longtemps et autres et tout. Et lorsque la rotation est sortie, qu'ils m'ont orienté à l'université virtuelle, c'était un soulagement pour moi. Parce que j'avais pris la décision d'arrêter le cours si j'étais orienté soit au campus de Cocody, soit à Bobo. Je ne voulais pas prendre les bus, ça, j'étais catégorique dessus, pour moi. Et arrivé à l'université virtuelle, avec les cours, ils m'ont dit que les cours se font virtuellement, je ne comprenais pas. Déjà, même en classe, c'est un peu difficile de comprendre les cours. Et venir encore faire les cours virtuellement, c'est difficile. Mais vu que j'avais la volonté d'apprendre, et aussi, c'était à ce moment-là que l'université virtuelle avait commencé à mettre en place les différentes communautés. Avec les différentes communautés, nous nous sommes mis ensemble, nous avons bossé et grâce à Dieu, nous avons appris ce qu'il faut et nous avons avancé jusqu'à aujourd'hui sur licence 3. Mais il faut dire qu'en tant qu'handicapé à l'université virtuelle, c'est bien beau de recevoir les cours en ligne, d'avoir accès aux formations en ligne et autres et tout. Mais en tant qu'étudiant handicapé, nous n'avons pas vraiment de vie. Quand je dis nous n'avons pas vraiment de vie, je prends un handicapé qui est dans un fauteuil roulant. Il n'a pas la possibilité de venir tout le temps à la communauté pour venir étudier, pour venir participer aux différentes activités communautaires. Et pour cela, j'aimerais que l'université virtuelle puisse mettre en place une cellule d'étudiants handicapés qui va permettre à ces étudiants-là d'avoir une vie communautaire, pouvoir échanger entre eux, pouvoir recueillir aussi les différents problèmes qu'ils rencontrent dans leurs différents parcours. Permettre aussi à ces étudiants-là d'avoir des tuteurs qui vont les suivre, qui seront en contact constamment avec les parents. Parce que un étudiant handicapé et un étudiant qui est bien portant, ce n'est pas pareil. À la communauté, c'est vrai que nous avons des tuteurs communautaires qui sont là pour prendre en charge nos différents problèmes et autres et tout. Mais les étudiants handicapés, franchement, ils n'en ont pas jusqu'à présent. Parce que moi-même, j'étais aussi responsable de communauté et on avait un cas, Jérôme, malheureusement, on n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Jérôme qui avait des problèmes au niveau de sa famille, on ne savait pas. Il avait aussi des problèmes au niveau de ses études, on ne savait pas. Donc, s'il y a cette cellule-là pour les handicapés, pour recueillir ces différents problèmes qu'ils rencontrent, pour les suivre, même à la maison, pour permettre aux parents de savoir que l'université virtuelle se soucie de tous ces étudiants, ça sera encore plus beau. Et aussi, pour le côté matériel, j'aimerais que l'université virtuelle soutienne encore plus les parents qui ont des enfants handicapés. Je me rappelle bien, lorsqu'on partait composer en présentiel à Nanga-Brégoire, souvent il y a des étudiants handicapés qui venaient en taxi avec des parents. On était obligé de les soulever pour les mener dans les salles de composition et autres. Donc, si c'est différents problèmes que l'université virtuelle peut se pencher dessus, vu que les différents dévanciers ont déjà donné d'autres aspects, c'est ma petite contribution en tant qu'étudiant qui est là. Merci bien. Merci à Bolatier. Je rappelle que en licence 3 en développement d'application, EX Service. Merci beaucoup pour ta contribution. Maintenant que nous avons fait le tour de nos panélistes, je pense que c'est le moment de faire les échanges, de faire intervenir ceux qui voudraient poser la question ou intervenir. Et donc, on va ouvrir d'abord une série de 3 questions et ensuite, on verra. Donc, pour ceux qui veulent poser la question ou signaler.
Monsieur Camille Tano Kwasi, le président de l'Union nationale des organisations des parents des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, UNOPACI. Je voudrais très sincèrement dire merci à monsieur le directeur général pour cette initiative. Merci au président de la République et son gouvernement qui ont bien voulu initier cette université virtuelle. Merci aux panélistes pour ces informations données. Je suis parent. Je pars aujourd'hui heureux de savoir qu'en Côte d'Ivoire, mes enfants sont au centre de réflexion des structures telles l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Pour moi, ma joie sera d'autant plus grande qu'en même temps que l'université virtuelle va se mettre ou va permettre que mes enfants puissent avoir accès, mais elle sera encore d'autant plus grande que les étudiants qui s'y trouvent, dans leur thématique, dans le choix de leur thème de mémoire, puissent faire des recherches sur la thématique du handicap. Ce sera encore très intéressant. Parce que ce qui manque à la Côte d'Ivoire, pour notre part en tant que parents, c'est que malheureusement, la recherche n'est pas poussée. Des études ne sont pas poussées sur la thématique du handicap. De ce point de vue, quand on présente et qu'on dit le mot handicap, tout le monde en a peur. Ça coûte cher, ça n'arrive qu'aux autres, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Et pourtant, si des étudiants qui sont la relève de demain, les décideurs de demain, s'intéressent déjà à cette thématique, ils font des recherches et font des propositions, demain, quand ils présentent, ça devient plus intéressant. Voilà pourquoi, en plus de ce que l'université accepte mes enfants, je préfère, je dis encore, c'est un souhait, que des étudiants qui s'y trouvent puissent s'intéresser à la thématique du handicap et faire des recherches là-dessus. Vous imaginez que dans certains pays, je ne vais pas citer, la recherche est faite de sorte que des gens au niveau local proposent des produits, proposent des approches qui en la réalité ne vont même pas coûter cher parce que ça va être au niveau local, l'État peut s'engager. Mais toutes les fois qu'il faut forcément aller chercher, parce que l'ordinateur de M. Mbra, ce qui ne le dit pas, ce qui est à la maison, on n'est pas moins de 2 millions. Son portable, ce n'est pas moins de... Bon, je vais me taire là. Mais pourquoi? Parce que là où il y a des ordinateurs ou des appareils qui sont très performants, le prix, est-ce que c'est subventionné? En ce sens-là, je demande et j'estime que c'est une opportunité pour nous, en tout cas, monsieur le directeur, si quand on écrit les PND, les programmes nationaux de développement, c'est sûr que vous avez des avis que vous donnez. Quand les personnes veulent s'asseoir pour orienter leur politique de société, absolument que vous êtes sollicités. C'est sûr que si vous y mettez là-dedans cette thématique, les appareils pourraient être subventionnés au point où nous, parents, après avoir souffert le martyre des hôpitaux et de tout ce qu'il y a, au moins on puisse donner des appareils à nos enfants, octroyer ce qu'il faut à nos enfants de manière, je vais dire, pas très chère. Vraiment, c'est un parent heureux. Nous gardons le contact. S'il faut réfléchir, parce que souvent aussi, quand on réfléchit sur la personne handicapée, c'est elle qu'on prend. Mais de sa naissance jusqu'à ce qu'elle prenne conscience qu'elle est personne handicapée, beaucoup souvent, on ne sait pas ce que c'est. Donc, la prise en charge, elle est bonne, mais par moment, il y a certains manques. Nous sommes disposés vraiment, nous vous disons merci aux panélistes et c'est vraiment notre cri de cœur, notre joie. Merci, M. Tano Kwasi, pour votre contribution. Je pense que c'était plus une contribution qu'une question. OK.
Une autre question? Y a-t-il... Il n'y a plus de questions? D'accord, il y a une main derrière. D'accord. Bonjour, très chers panélistes. Oui, bonjour. Moi, c'est Zomble Serge, étudiant à l'UVCI. Moi, c'est au niveau de l'employabilité des personnes ayant une raison de handicap. Bon, moi, j'ai fait une université virtuelle, en fait. Et la question est suivante. Est-ce qu'on ne peut pas déposer nos dossiers étant en année 2 et dans l'année pour continuer nos études ou bien c'est comment? Tu peux revenir dessus, il faut répondre à ta question. Ok, j'aimerais savoir quelque chose. J'aimerais savoir si il y a des structures spéciales pour les personnes handicapées où on peut déposer les dossiers pour un emploi et pour continuer en même temps nos études. Ah d'accord, il voudrait savoir s'il y a une structure spéciale où ils peuvent aller déposer des dossiers pour des emplois ou, comme on appelle, poursuivre les études. Ok, je voudrais, parce qu'on a fini de façon générale, on va aller dans les... J'avais parlé de stratégie, il y a possibilité, vous voyez, on organise parfois dans le milieu des personnes handicapées où on va chercher la première dame, la femme du premier ministre, des personnalités, mais une stratégie, si on cherche, on va voir, c'est la première dame ou des premiers ministres pour parrainer, je crois que c'est quelque chose de durable, que d'aller organiser des événements, excusez-moi, hein, ceci, cela, et puis après, il n'y a rien. Or, ça, c'est du concret. Une stratégie de Hugo Koussi, parrainée par la première dame, par le ministre de l'Enseignement. Ce n'est pas qu'ils ont un budget, mais ils peuvent voir juste leur appui institutionnel. Ça peut favoriser des relations avec des partenaires. L'UNESCO peut être dedans pour financer l'OMS, j'ai dit l'OMS, comment on appelle ça, l'UNICEF. C'est vrai que c'est l'UNICEF beaucoup plus d'enfants, mais ils peuvent subventionner. Il y a l'ANSUT, qui est en charge de services d'essai. Il y a un arrêté portant approbation des services d'essai qu'ils peuvent mettre. Donc, il faut les voir. Quand vous allez les voir, ils pourront dire, ah non, nous, actuellement, là, il n'y a rien. Non, non, non. Il faut qu'on insiste pour que ceux-là puissent le faire. Il y a d'autres partenaires qu'il faut voir. Ne pas hésiter à l'UIT, toutes ces personnes à côté. Bon, voilà ce qu'on peut faire. On est en train de faire. Hier, à la réunion, j'en ai parlé. J'ai dit, il y a l'université virtuelle qui m'a invité à un panel. Donc, il y a ceux qui sont là, c'est des personnes qui viennent d'arriver. Il faut qu'on ait plus ou moins, c'est juste de leur écrire. Ah, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et je crois que c'est qu'on comprend. Maintenant, au niveau de l'employabilité, c'est ce que je dis. Dans la stratégie, il faut créer un département sur les questions des personnes en situation de handicap. Je crois qu'au niveau du secteur privé, qu'il soit public, il y a un besoin. J'ai eu à échanger avec des personnes des opérateurs, je ne sais pas nommer, mais il y a une volonté. C'est juste, ils n'ont pas l'information. Donc, c'est leur dire, bon, voilà, nous on a, si le département est là, et que le DG invite un opérateur à venir ici, voilà des étudiants qu'on a, mais qui sont brillants, voilà, et qu'on souhaiterait que vous puissiez, ça fait partie de leur RCE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Ils vont dire, attention, c'est bien. Parce que quand ils vont avoir ces personnes-là au sein, ça leur permet, donne une bonne image. Je ne veux pas aujourd'hui, vous voyez, l'ENA là, Orange qui est là, mais son siège, c'est accessible, ils ont mis des rampes. Voilà. C'est vrai qu'il faut mettre aujourd'hui, j'ai échangé avec eux, avec leur RCE, pour leur dire qu'il faut y intégrer des personnes qui maîtrisent le langage des signes. Donc, avoir un handicapé, développer l'informatique dans leur administration, c'est quelque chose. Ça s'est fait en France. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Voilà. MTN, Orange,
des autres partenaires. Donc, il faut vraiment quelque chose de mieux organisé. Et quand c'est bien organisé, un département en charge de l'employabilité des personnes en situation. Parce que quand vous-même, vous êtes handicapé, vous allez, ils ont peur. Nous, à l'époque, on cherchait du travail, on allait voir le Bénet. On dit non, on n'est pas venu demander aux choses, on est venu poser notre candidature. Si vous lancez des concours, ils nous ont convoqués. Ils nous ont dit, qu'est-ce que vous dites? Non, on ne cherche pas autre chose. Si vous proposez vos concours, nous, on va postuler. Mais ils étaient étonnés. Ils disaient, ah, mais c'est très bien. Parce que les gens vont demander autre chose, mais non. Maintenant, bon, on est rentré à la fonction publique, et puis ils ont dit, bon, choisissez, c'est comme ça. Donc, c'est possible. Voilà. C'est possible. Allez, dites que vous avez tel diplôme. Donc, si ce que l'université peut faire, c'est vrai, lui fait l'enseignement. J'ai été content, j'ai lu un rapport du DG en disant le nombre d'étudiants qui ont été insérés dans un journal. C'est une bonne chose. Voilà. Mais en mettant l'accent focus sur les étudiants en situation de handicap, ça vous ouvre des partenariats avec des bailleurs de fonds, des structures privées, des structures d'organisation. Non, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est vrai. En tant que DG, aller vers les gens supplier, ce n'était pas votre rôle, c'est de supplier, mais c'est l'humanisme. Voilà. Et quand ils vont comprendre ça au fur et à mesure, vous allez voir, comme je l'ai dit, ça va se dupliquer. Non, n'hésitez pas. Donc, les dossiers, c'est de créer un département, je ne sais pas si ça existe déjà, d'insertion. Voilà. D'insertion avec un focus sur quelque chose, sur les questions de handicap. Voilà. Et les différents types de handicap valorisés. Donc, il appartient aux étudiants handicapés qui sont ici de mieux travailler. C'est le seul moyen pour convaincre les partenaires. Bien travailler sans être complexé. Faites pour vous. Si vous avez fini, DG est là. Si lui-même il est là jusqu'au début, c'est rare. Hein? C'est rare de voir des personnes s'asseoir là, comprendre. Voilà. Merci. Bien, je voudrais aussi, à la suite de M. Grégoire Sévérin, dire qu'il y a l'emploi jeune. L'emploi jeune aujourd'hui qui permet aux étudiants, ils sont étudiants et puis ils font des stages. La dernière fois, c'était avec un ami qu'on a fait à l'université, il est secrétaire principal. Donc j'ai vu des étudiants, ce sont des étudiants là, qui sont en stage. Donc pour l'ami qui a posé la question, bon, il faut écrire à l'emploi jeune. Parce que souvent aussi, les gens ils font les projets, mais combien de personnes savent que les personnes handicapées sont aussi dans le besoin? Donc, moi, je pense qu'il faut faire en sorte que les gens sachent. L'emploi jeune a ce projet de prendre les personnes. Si vous êtes personne handicapée, vous êtes étudiant, vous écrivez, vous dites j'éprouve le besoin de faire un stage dans tel domaine, voilà. Et puis, bon, généralement, maintenant, le handicap fait peur, mais pas tant que ça. Voilà. Les campagnes ont fait, la loi mentionne tout. Voilà. Donc, on écoute. Souvent, ce qu'ils demandent, comment tu vas faire pour le faire? Donc, tu leur dis, comment tu vas faire pour le faire? Je vais faire ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu seras à l'heure? Ben oui, je serai à l'heure. Je vais vous dire une anecdote. Moi, je travaille à l'Institut national supérieur de formation sociale. L'INFES, ça forme les personnels pour encadrer. Mais je suis le seul handicapé là-bas. Le seul handicapé. Ça vous paraît paradoxal, mais souvent, quand les gens parlent de moi là-bas, on dit que Monsieur Ponctualité. Voilà. Parce que moi, je me dis, je suis handicapé, oui, mais pourquoi le handicap doit être pourquoi on doit dire parce que tu es handicapé, tu ne viens pas à l'heure? Non, il n'y a pas vraiment de raison. Vous voyez? Donc, vous faites ça. La deuxième contribution que je voulais apporter, c'est au niveau d'intégrer une personne handicapée dans ces structures. J'ai dit c'est la bonne façon. Vous voyez, cet ordinateur que j'ai utilisé, tout ça, c'est vrai, très peu bon, tout le monde utilise. Mais pourquoi beaucoup de personnes utilisent ça aussi facilement? C'est parce qu'eux, ils pensent à mettre des options d'accessibilité pour les handicapés. Donc, quand le handicapé peut faire quelque chose, le non-handicapé le fait plus facilement encore. Mais qu'est-ce qu'Apple a fait? Apple avait un ingénieur chez eux, et puis l'ingénieur est devenu aveugle. Au lieu de le chasser, ils ont demandé à cet ingénieur-là de les aider à développer les options d'accessibilité pour les aveugles. Sinon, avant, ces ordinateurs ne parlaient pas. Voilà.
Avant, on achetait par exemple un ordinateur Windows, il fallait acheter JAWS. Ça fait plus de $300. Donc, comme eux-mêmes, leur agent, leur ingénieur est devenu aveugle, ils lui ont dit, bon, on te confie ce côté de accessibilité pour les aveugles. Donc, et on lui a adjoint 1 ou 2 personnes. C'est eux qui développent l'accessibilité pour les aveugles chez Apple. Donc, quand les produits Apple sortent aujourd'hui, on n'a pas de problème. Quand tu prends un produit Apple, à cause d'Apple, nous autres, on regarde télévision. Parce que tu prends un Apple TV, tu connectes à ton ordinateur, hein, tu mets une chaîne, ça te fait l'audio décrit. Donc, nous aussi, on peut dire, je regarde ma télé. Sinon, on paye télévision là même, on ne sait pas ce qui se passe dedans, autant que ça. Vous voyez. Donc, il y a un peu tout ça. Moi, je suis autodidacte en informatique. Souvent, quand ils disent, les gens ne croient pas. J'ai vu en cela un outil pour régler mon problème. Et puis, je me suis intéressé moi-même. Mais je suis testeur bêta chez Apple. Je suis assis chez moi ici. Quand ils sortent un produit, là, je prends, je regarde, je me donne du temps pour leur dire, ça là, c'est pas bon pour les aveugles. Ça là, c'est pas bon pour les aveugles. Et puis j'envoie. Quand ils font les mises à jour, ça y est dedans. C'est ma contribution. Puis après, je dis aux autres aveugles, maintenant chez Apple là, quand vous partez sur Facebook, les images là, ça décrit. Mais combien de fois on a envoyé images? Ils m'ont dit, envoie des images, des choses d'Afrique. Mais Afrique là, c'est pays aussi. On dit d'envoyer des choses d'Afrique. Juste d'Afrique, c'est quoi? Donc je suis allé, j'ai trouvé les pains baoulés là. Ça, on fait ça avec Yamsoukro, j'ai fait les photos. Aujourd'hui, il y a une application qu'on appelle Cash Reader. Parce qu'un des problèmes des aveugles, c'est de reconnaître les billets. Tu as ton argent, tu es obligé de montrer à quelqu'un. Quand il voit, maintenant, il t'explique tous ces problèmes. C'est le problème. Ah. Quand les gens ont commencé à faire leur application, moi, j'ai pris. Je vous assure, ils ont cité toutes les monnaies. Kenya, Mansin, et puis il n'y a pas CFA dedans. Il n'y a pas CFA, mais moi, je suis donc j'ai envoyé un mail. J'ai envoyé le mail. Ils m'ont dit, mais CFA, c'est quoi? Bon, il faut faire les photos pour envoyer. J'ai fait les photos, j'ai pris un billet de 500, un billet de 1000 francs, un billet de 2000. J'ai scanné, j'ai envoyé. Ils ont envoyé l'autre, ils ont fait un code. Et puis, on a fait la mise à jour. Aujourd'hui, moi, j'ai mon cash sur eux. Quand je me lève le matin, je prends mon argent, je ne montre pas à quelqu'un. Je flash. Je classe tous mes billets. Et puis, je sors. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, un peu comme ça. Je pense que, bon, si l'université virtuelle, on est là et les choses là sont là, bon, tu utilises, mais si tu as l'occasion de vulgariser, et comme j'ai dit, moi, je n'ai jamais fait informatique. Souvent, quand les gens me voient, bon, sur mon WhatsApp, le président est en train de me donner un ordinateur, ils ont pensé que je n'ai jamais fait un cours d'informatique. C'est moi-même, j'ai pris comme ça, ça m'intéresse, je regarde ici, saisie, ça veut dire quoi? Bon, maintenant, il y a l'Internet. Voilà, donc on fait ça. Voilà un peu. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Hein, bon, c'est pas. Moi, depuis il y a quelque temps, je suis en train de me former à l'intelligence artificielle sur les MOOC là. Je suis au cours 4. Ouais. Quand je finis de travailler à l'INFES, je rentre chez moi, je me connecte, je fais mon cours, j'ai fini les aspects physiologiques de l'intelligence parce que j'ai fait la psychologie. Je suis titulaire d'une maîtrise en psychologie avant. Donc, bon. On a fait les aspects physiologiques. Maintenant, on va faire les aspects d'intelligence artificielle. Mais bon, il y a des formations qui sont là comme ça. Maintenant que l'université virtuelle est ouverte, je vais faire mon abonnement. Il y a des filières que je ne comprenais pas bien. À distance, je vais apprendre. Voilà. Donc, merci bien, Monsieur le Président. Le directeur général, hein, vraiment merci. Merci à vous, Monsieur Karagwa. S'il y a autre contribution ou des questions? On va arrêter. D'accord. D'accord, donc je pense qu'on va arrêter là. On va applaudir une fois de plus les panélistes pour leur contribution. Merci à vous. On va les applaudir jusqu'à ce que... Voilà. Merci à vous pour votre contribution.
Merci beaucoup, chers étudiants. Je pense qu'on va accompagner encore nos brillants panélistes de ce matin pour les échanges de qualité, vraiment, qui viennent de partager avec nous assez de sensations dans cette journée des communautés. Après avoir assisté à la conférence inaugurale sur les effets des stupéfiants et des drogues, nous venons d'assister à un panel de qualité avec nos illustres panélistes que je vous demande de bien ovationner encore bien fort. Certes, ce sont des personnes handicapées, mais la qualité des échanges auxquels nous avons assisté nous montre bien qu'elles ont leur place dans l'enseignement supérieur. Et bien entendu, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est l'université adéquate pour répondre à ce besoin avec son modèle techno-pédagogique. Merci encore à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire d'être universelle, d'accepter, d'accueillir tout le monde dans son dispositif de formation. Alors, chers étudiants, notre journée tire à sa fin. Juste vous rappeler le programme de cet après-midi. La journée continue avec le lancement de la coordination des communautés et puis un moment d'échange avec l'administration et nous allons terminer avec une formation sur la plateforme en ligne avec le groupe Fortic. Ainsi donc, chers étudiants, nous allons lancer le mot de fin en invitant ici à ce pupitre Monsieur le directeur général, le professeur Koneti Momon, pour nous dire le mot de fin de cette journée des communautés. Merci de l'ovationner très fort. Merci à la maîtresse de cérémonie. Nous nous félicitons encore de nouveau pour ce que nous venons de suivre. En tout cas, nous sommes fiers de constater que nous avons tous les éléments pour résoudre nos propres problèmes. Je voudrais, sans être très long, et quand même partager avec vous pourquoi tout cela se construit. C'est parce que dans l'évolution naturelle du projet universitaire virtuel, à un moment donné, nous avons senti le besoin de nous améliorer et cela nous a mené à nous demander comment améliorer nos prestations, comment améliorer la qualité de nos formations. Et en côtoyant aussi nos partenaires du privé, etc., nous avons abouti à ce qu'il fallait aller dans la démarche qualité. Et cela a changé beaucoup de choses pour une université publique comme nous, en ce sens que l'étudiant est devenu du coup un client. Alors que vous savez, dans une université, on parle plutôt de l'élève et du maître. Donc nous, on a une université publique, mais nous, on professe, et puis l'étudiant se débrouille, il court derrière nous. Mais avec cette exigence de la démarche qualité, on a redécouvert encore nos étudiants qui sont devenus des clients. Du coup, il fallait prendre en compte beaucoup d'aspects qui ne sont pas cette fois-ci des aspects académiques. Et c'est dans ce cheminement que nous sommes. Nous ne sommes pas encore certifiés ISO 2015, c'est ce que nous recherchons. Mais après 2 ans de pratique, on voit que les choses bougent. Et dans notre dispositif, nous avons déjà commencé à mettre en place les éléments qui nous permettent de définir la stratégie. Une stratégie, c'est pour durer et ça doit se construire. Et ce qui fait que lorsque on s'inscrit à l'université virtuelle déjà, les formulaires vous demandent de nous donner le maximum d'informations sur vous, surtout pour ceux qui vivent avec un handicap, de bien décrire l'handicap, ce qui nous permet d'avoir une classification, d'avoir aussi votre position géographique, etc., etc. Et régulièrement, nous, en dehors du cadre que nous voyons ici, nous approchons aussi les structures socialisées. Je crois qu'on a eu des rencontres à l'Institut des aveugles. En tout cas, les structures qui existent. Nous avons même pensé à un moment comment utiliser ces professionnels de ces structures dans l'encadrement de nos étudiants qui vivent avec des handicaps. Et
nous sommes au point où il faut aller maintenant à la stratégie. Et aujourd'hui, nous avons eu beaucoup d'informations, beaucoup de pistes. Mais je voudrais rassurer les uns et les autres que nous allons continuer à cette collaboration. En tout cas, tous les experts qui ont participé, nous allons continuer à travailler avec vous, avec aussi les parents d'élèves, puisqu'ils connaissent mieux la situation. Une fois de plus, je voudrais rassurer tout le monde que chacun a sa place à l'université virtuelle. C'est une université qui est là pour tout le monde et chacun peut aussi enseigner à l'université virtuelle. C'est-à-dire les expériences de vie que vous avez, nous pouvons vous aider à les partager au plus grand nombre. Donc nous allons faire mienne tout ce que nous avons entendu comme belles paroles ici, mais je voudrais que nous tous nous retenons quelque chose. On aide facilement ceux qui se débrouillent. Retenons ça, c'est-à-dire on peut aller solliciter les gens, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faudrait que nous-mêmes, en entendant l'aide qui va nous permettre de monter à l'échelle, qu'on ait au moins des petites solutions qui fonctionnent. Et c'est dans cette dynamique-là que nous sommes inscrits. Nous sommes une université publique, nous avons les mêmes difficultés budgétaires, nous avons même le plus petit budget, puisque le modèle n'est pas encore compris. Mais avec les moyens de bord, vous avez vu que nous avons aujourd'hui 32 communautés qui sont installées sur tout le territoire. Nous avons aussi une communauté que nous appelons communauté internationale, parce que nous avons plus d'une cinquantaine d'étudiants qui vivent maintenant en dehors de la Côte d'Ivoire. D'autres sont au Mali, d'autres sont au Kenya. On nous a appris ce matin qu'on a une étudiante en Inde, en Russie, etc. Ça pose de nouveaux défis que nous sommes en tout cas en train de régler. Mais le problème d'handicap est un élément très important pour nous parce que ça nous permet d'améliorer notre dispositif. On a eu à parler de la pédagogie, 7, les solutions existent plus ou moins, mais l'employabilité est une innovation de l'université virtuelle. Les autres universités sont basées sur la formation et la recherche. Je prends plaisir souvent à dire que si vous voulez venir à l'université virtuelle, si c'est pour chercher un diplôme, ce n'est pas la peine. Parce que le modèle n'est pas construit pour donner des diplômes. Nous, on a un troisième pilier qui s'appelle l'employabilité. Ce qui fait que dans notre modèle pédagogique, cela inclut, puisque vous n'avez pas besoin d'être en classe pour suivre les cours. C'est pourquoi vous soyez plutôt en entreprise ou en situation de travail, tout en prenant les cours. Donc nous disons que c'est un modèle qui permet d'apprendre et d'entreprendre en même temps. Donc quand on vient à l'université virtuelle, c'est qu'on est intéressé par le travail. Et ici, tout est mis en œuvre pour que vous ayez le travail avant d'avoir le diplôme. Donc vous voyez que l'objectif de l'université virtuelle, ce n'est pas d'avoir le diplôme. Aujourd'hui, on a un taux d'insertion qui s'améliore parce que l'étudiant, quand il vient ici, quand il est à l'université virtuelle, on l'aide à prototyper ses idées dans des instruments qu'on va appeler laboratoire de fabrique ou Fab Lab. Et quand l'idée est bonne, on l'accompagne pendant une année pour qu'il puisse mettre sa start-up en place, qui n'est rien d'autre que créer une entreprise de type SARL. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine d'étudiants qui ont pu créer des entreprises. Donc, certains viennent même juste d'avoir la licence, d'autres sont encore en licence 2, mais ils embauchent déjà leurs camarades, ils font du chiffre. Et quand vous avez ce démonstrateur, vous pouvez maintenant chercher des partenaires pour monter à l'échelle. C'est quoi j'ai dit, tout en cherchant qu'on nous accompagne, mais n'oublions pas que nous ne devons pas être des mendiants. Il faudrait déjà qu'on apprenne déjà à se débrouiller les moyens de bord, qu'on fasse fonctionner quelque chose, et puis maintenant, les sérieux, bien les partenaires peuvent nous aider à monter en puissance. Ça, c'est très important. Et vraiment, c'est dans cela que nous sommes inscrits. Et nous avons, avec la COVID, mis en place un 4e pilier. Mais ne serait que le 3e pilier qui est l'employabilité. Ici, nous pratiquons le télétravail. Officiellement, les 2e et 3e vendredis de chaque mois, nous sommes en télétravail. C'est-à-dire le personnel, celui qui veut, on peut venir assurer une permanence, mais on reste en télétravail. Et les femmes qui sont à l'UVCI ici savent de quoi je parle. Si vous avez soit la bonne qui est partie ou bien le bébé qui est malade,
vous déclarez que vous passez en mode télétravail, donc vous restez à la maison. Et puis, puisque chacun travaille sur l'ordinateur, et vous êtes efficace. Donc, pour dire que nous expérimentons déjà ça, pour permettre à l'État demain de s'appuyer sur notre expérience, pour mettre le télétravail dans l'administration. Et après la COVID, nous avons créé ici une licence où ils sont maintenant en 3e année, e-administration et transformation digitale. Parce que nous nous sommes dit qu'il faut commencer à former des gens qui vont aider les structures à conduire leur transformation. Donc, nous avons cette licence-là. Et la licence 3 va sortir, je crois, cette année. Voilà. Donc, pour dire que on écoute, on essaie de faire de notre mieux pour avoir un démonstrateur. Et maintenant, construire toute la stratégie qu'il faut pour que les bailleurs puissent nous accompagner. Le dernier pilier que nous avons mis en place également avec la COVID, c'est l'humanité numérique. Ce n'est rien d'autre que commencer à réfléchir comment nous allons cohabiter avec les robots. On parle d'objets connectés. Demain, dans notre vie, vous voyez qu'aujourd'hui, avec son expérience, il vit presque avec son smartphone, puisque son smartphone l'aide à reconnaître des biais, etc. Pour le moment, c'est des modèles gentils. Mais demain, la ramification de l'intelligence artificielle, de la blockchain, de toutes ces choses, on risque d'être envahi. Donc, il est important que nous, au niveau de l'Université Victor, on commence à réfléchir déjà comment nous devons écrire nos programmes pour que le combat, ou du moins cette interaction, soit à l'avantage de l'humain. Parce que vous avez vu à la COVID, on vous dit qu'il faut faire à distance. Vous partez, vous mettez votre mot de passe, ça ne passe pas. Il n'y a pas quelqu'un à qui vous pouvez vous adresser pour ne serait-ce que déverser votre colère, rien. Bon, ça préfigure de ce qui va se passer demain si on ne prend pas garde. Donc cette dimension-là aussi, nous devons la prendre en compte et nous sommes en train de la prendre en compte. Et tout le monde a sa place là-dedans. Nous avons pris bonne note. Déjà, je peux vous dire que nous avons notre ami Soro, nous l'avons pris, il vit avec un handicap. Bon, ce n'est pas un handicap très fort, mais nous avons des étudiants aveugles ici. Voilà, on a déjà constaté que leur rythme d'apprentissage est lent. Donc, la première chose, nous sommes en train de faire des formations à la carte pour qu'ils puissent aller à leur rythme. Parce que le rythme que nous avons imposé, nous faisons des devoirs de maison, des évaluations chaque semaine. On a vu que leur rythme d'apprentissage, mais il a fallu qu'ils soient avec nous pour qu'on puisse le constater. Donc, nous allons faire en sorte que nos étudiants qui vivent avec des handicaps, il faudrait qu'ils nous aident. Parce que souvent, on demande à nos étudiants de donner leur position GPS. Ce n'est pas obligatoire, puisque c'est des formes de données personnelles. Mais il faut que vous donniez votre position GPS pour que des solutions soient fléchées vers vous. On peut faire en sorte que les gens puissent vous rendre visite. Mais encore, il faut qu'on sache où vous êtes localisé. Si vous ne pouvez pas venir à la communauté peut aller à vous. Vous voyez, vous avez peut-être des difficultés pour vous déplacer, mais on peut faire des réunions avec vous, on peut vous rendre visite, ça crée la socialisation. Pour ce qui est même des évaluations, on peut mettre un dispositif particulier pour que vous n'ayez pas à vous déplacer pour aller dans les amphithéâtres des autres universités pour composer. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez surveillés. Mais on peut aussi, si on connaît vos positions, dépêcher des personnes accréditées auprès de vous pour vous surveiller. C'est-à-dire qu'ils peuvent être à la maison. Vous êtes à la maison, vous composez à la maison, mais sous surveillance. Parce que nous, ce qu'on veut, on veut garantir qu'on vous a surveillé, que vous n'avez pas triché, etc. Donc, c'est pour une manière de dire aussi que c'est deux mains qui se lavent. Quand vous êtes étudiant handicapé, vous êtes avant tout responsable aussi de votre handicap. Il faut contribuer, il faut aider aussi ceux qui sont en train de construire le modèle pour qu'on avance rapidement. Mais quand vous ne faites que vous plaindre, vous ne nous aidez pas beaucoup aussi. Voilà, c'est sur cette note-là que je voudrais terminer en disant que nous avons pris beaucoup d'informations. C'est le lieu de remercier vraiment tous les contributeurs. Et je peux vous garantir que l'année prochaine, on aura une tribune comme ça. Et vous-même, vous verrez que la majorité des préoccupations ou des solutions que vous avez données ici ont été prises en compte, auront été prises en compte. Beaucoup de choses ont été dites, mais rassurez-vous, tout ce qui a été dit ici est enregistré. D'abord parce qu'on a des milliers d'étudiants qui nous suivaient sur la Web TV et c'est en même temps enregistré, donc ça va passer en replay. Moi-même, personnellement, je vais aller encore avec mon équipe réécouter et puis voir rapidement
certaines décisions rapides que nous pouvons prendre, et puis les autres, on va mettre ça dans une stratégie. Mais je voudrais vous dire que nous ne sommes pas seuls. J'ai l'opportunité de vous dire que si tout se passe bien, nous avons notre journée d'excellence et de promotion de l'étudiant dans le numérique le jeudi prochain. Et nous avons l'accord de principe du ministre de la Communication et de l'économie numérique, qui est le patron de notre ami, qui en tout cas a donné son accord pour parrainer cette cérémonie parce qu'il a vu un peu tous les efforts que nous faisons ici. Et certainement, je pense qu'on ne l'avait pas prévu. Julie n'est pas dans la salle, mais DAP, je te prends en témoin. Il va avoir un prix du DG pour l'étudiant handicapé parce qu'on n'avait pas prévu, mais avec tout ce que je viens de... J'ai été un peu exposé à la chose. Je me suis dit, il faut les encourager. Donc, les étudiants handicapés que nous avons ici, nous allons leur laisser, en tout cas, un prix, au moins pour le meilleur, parce qu'ils font plus d'efforts que les autres. En tout cas, j'ai été vraiment, comme on l'a dit, bon, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien nous-mêmes. Mais quand on est exposé à quelque chose, on réfléchit mieux et puis on adapte. Donc déjà, on va désormais avoir un prix, connaître au moment, en tout cas un prix du DG de l'UVCI, du meilleur étudiant handicapé pour récompenser tous ses efforts. C'est-à-dire, même s'il n'est pas premier en classe, voilà. C'est-à-dire, s'il n'est même pas, ce n'est pas une affaire de premier en classe parce que lui, il fait plus d'efforts. Le fait déjà qu'il ait eu la moyenne, qu'il passe en classe supérieure, on a vu notre ami qui est en licence. Bon, vous voyez déjà, avec tous les efforts qu'il faisait, je pense que c'est déjà une sensibilisation du DG que je suis par rapport à la question. Et on fera en sorte que le jeudi, il y ait un prix vraiment du meilleur étudiant vivant avec un handicap. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général, le professeur Koneti Moumon. Merci de soutenir nos étudiants handicapés à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Sur vos propos, nous allons terminer cette cérémonie et nous invitons nos invités à prendre une photo de famille avec vous pour immortaliser cette journée avec nos invités, les étudiants en situation de handicap. La technique, s'il vous plaît, une photo de famille.